Donc, salut à tous, deuxième test. Dites-moi si vous m'entendez bien. Le premier a sauté d'office au niveau de la connexion Wi-Fi. Donc dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais attendre quelques secondes que quelques personnes rejoignent le Facebook Live. Mais dites-moi si vous m'entendez bien. Ok, donc je vois qu'il y a 3 personnes de connectées. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire? Comme je disais il y a quelques secondes, j'ai essayé un premier Facebook Live qui a sauté d'office au niveau de la connexion Wi-Fi apparemment qui m'a lâché direct. Donc si vous pouvez valider qu'on m'entend bien, histoire que je ne parle pas dans le vide, ça serait cool. Donc voilà, je vais attendre quelques secondes que quelques personnes arrivent. Est-ce que vous m'entendez bien? Des petits likes s'il vous plaît pour être bien certain que vous m'entendez. En tout cas, bienvenue sur ce Facebook Live. Je suis en direct de la Slovaquie, à Bratislava. Salut Hakim, j'espère que tu vas bien. Donc je disais, je suis en direct de la Slovaquie à Bratislava. Donc là, je suis dans un hôtel pour vous faire ce petit Facebook Live. Donc j'espère que la connexion va bien résister au programme de ce Facebook Live. Comme d'habitude, je vais répondre à toutes vos questions que je reçois par email. Aujourd'hui, j'en ai 15-20, je crois. Je vais répondre à tout ça. Je vais vous parler du séminaire et de pourquoi les élections, ça sert à rien, on s'en fout. Ça me saoule. Donc avant tout ça, dites-moi bien, Hakim par exemple, si la vidéo marche bien. Salut Guillaume qui vient de rejoindre le Facebook Live. Guillaume, j'ai oublié complètement de répondre à ton message. Je vais répondre juste après le Facebook Live, je suis désolé. Je pense que ton rendez-vous est désormais terminé, mais bon, c'est pas grave, je suis désolé. Salut Alexis, merci de me dire que le son fonctionne bien. Alexandre aussi, merci de me dire que ça fonctionne bien. Alexandre, si je ne me trompe pas, on se voit ce week-end à Deauville. Donc je te dis à ce week-end. Guillaume, je suis désolé, comme tu disais, je suis vraiment désolé, j'ai complètement oublié. Ce que tu m'avais dit était de toute façon à peu près bon, mais voilà, je suis désolé. Donc voilà, donc je vois que ça fonctionne bien, donc c'est nickel. Donc voilà, tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier déjà pour l'engouement pour le séminaire que j'organise le 8 juillet. Certains ne sont peut-être pas au courant, mais j'organise mon premier séminaire le 8 juillet à Paris sur une journée entière, tout le samedi. Et je voulais vraiment vous remercier parce que je ne pensais pas qu'il allait y avoir un tel engouement en fait. Et il y a déjà pas mal de places qui sont parties. Et donc je suis certain que les 50 places que j'ai prévues, elles vont très vite partir. Et avant juillet, je vais peut-être devoir fermer les inscriptions peut-être un mois et demi avant. Donc c'est vraiment super cool. Donc merci à vous. Bah nickel, stagiaire et Guillaume, c'est top. Et ouais, Joe, je suis à Deauville ce week-end pour fêter les 1 an de la société d'un ami. Il fait un événement à Deauville, dans un château. Et donc je serai à Deauville pour ça. Salut Julien, j'espère que tu vas bien, la forme. Donc ouais, je vous ai dit dans le titre pourquoi les élections, on en a un petit peu rien à foutre, excusez-moi le langage. Mais, euh, mais c'est la triste réalité. C'est vrai que moi, ça commence à me saouler un petit peu de voir sur Facebook, partout à la télé, même si je ne regarde pas la télé ou vraiment dans les discussions de rue, des gens parler de politique parce que franchement, on s'en fout complètement de qui va être élu. Si vous pensez vraiment que votre vie elle est dans la main d'un politique, franchement, c'est loin d'être le cas. Donc franchement, il faut changer un petit peu son environnement à courte échelle, j'ai envie de dire, à son échelle proche pour impacter éventuellement le monde entier, mais c'est pas un mec comme ça élu à la tête d'un pays qui va changer quoi que ce soit pour votre vie personnelle. Donc c'est à vous de prendre en main les choses, de vous bouger pour votre avenir, sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Et d'ailleurs, pourquoi on devrait attendre quelque chose de ce mec qui va être élu ou de cette personne, de cette fille? On ne sait pas qui va être élu pour l'instant. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est une grosse invitation en fait à venir au séminaire. Entre entre l'homme politique qui va être élu ou la femme politique qui va être élue à la tête du gouvernement ou ce séminaire d'une journée, qu'est-ce qui va vraiment changer votre vie, je pense. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je pense que le séminaire a plus de chances de changer quelque chose dans votre vie que ce mec ou cette femme, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je dis toujours ce mec, mais cette personne qui va diriger la France dans quelques semaines. Hein. Donc non, venez au séminaire. La vraie promesse de séminaire, c'est de vous montrer le chemin à emprunter pour atteindre un petit peu l'indépendance financière à travers différents piliers, que ce soit l'immobilier, la bourse, le trading, l'e-commerce, que ce soit le blogging, tout ce qui est internet. Il y a beaucoup de choses à faire et même si vous partez de zéro,
Je ne pense pas que cette personne politique qui va être élue à la tête du pays de la France va vous donner des clés concrètes pour votre indépendance financière tout simplement. Donc voilà, aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ne savent pas par où commencer, qui ne savent pas quel chemin emprunter, qui sont peut-être démotivés par leur entourage en mode tu te mets un compas, tu te mets les doigts dans l'œil entre guillemets, tu crois à des choses qui n'existent pas, tu es naïf, tu es trop jeune, tu n'as pas assez d'argent pour commencer, c'est un truc de riche, tu connais rien à ce domaine-là, bref. Euh, Peut-être cet environnement que vous avez autour de vous qui vous démotive et qui vous fait croire que c'est impossible pour vous de soit arrêter de travailler, de devenir libre, de vivre de votre activité entrepreneuriale et qu'il n'y a que le salariat. Et c'est bien faux. Donc, ils sont en train d'éteindre les lumières. Donc, j'espère que vous allez me voir. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais voilà. Cette journée, en tout cas, le but, c'est vraiment de vous montrer comment atteindre cette indépendance financière. Donc, forcément, une journée complète, ça ne suffit pas pour vous montrer tout, vous donner toutes les clés. Mais le but, c'est vraiment, j'ai choisi un intervenant par pilier. Donc, il y aura un mec qui va vous parler d'immobilier et qui a envie, un mec qui vous parle de trading qui a envie, un mec qui vous parle d'e-commerce qui a envie. Et j'ai vraiment choisi des profils de jeunes, c'est-à-dire qu'on a la vingtaine. Alors, non pas que j'exclus toutes les personnes de plus de la vingtaine à venir au séminaire, bien au contraire. Mais tout ça pour montrer que même en étant jeune, même en ayant commencé récemment, on peut déjà vivre de son activité rapidement si on utilise les bonnes stratégies et qu'on ne fait pas n'importe quoi. Donc vraiment le but c'est que vous puissiez venir au séminaire, vous soyez entouré de gens qui ont fait ce que vous voulez faire, moi, les intervenants et d'autres personnes également qui ont déjà fait certaines choses, et que vous vous sentez moins seul et que vous ayez toutes les clés en fait déjà pour commencer sans toujours remettre à plus tard. Parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu le problème des gens, c'est qu'ils remettent tout à plus tard en se disant bah, je verrai quand j'aurai plus d'argent, je verrai quand je serai plus installé dans ma vie, je verrai quand j'aurai ci ou quand j'aurai ça. Et au final ils remettent à jamais parce que plus tard c'est jamais en fait. Donc voilà, ou alors les gens vont tenter de se lancer sans se former, donc forcément ils vont arrêter au moindre échec, au moindre doute, au moindre obstacle. Donc forcément c'est compliqué et d'autant plus que quand on commence seul, eh ben, on est très vite démotivé. C'est le cas de beaucoup de personnes que je rencontre de temps en temps qui me disent je suis tout seul dans mon coin, je connais personne, comment je fais? Je suis très vite démotivé. Non, il faut vraiment s'entourer, c'est vraiment la promesse du séminaire. Donc je vous invite vraiment à venir. Personnellement, moi j'étais pareil au début, je partais de zéro, j'avais rien du tout, j'étais à poil, je pensais que c'était pour les autres tout ça. Je me rappelle de la première fois où je suis allé à un événement sur Paris, c'était une sorte d'apéro organisé dans un bar en sous-sol à Paris. Je suis arrivé, l'ambiance était un peu sombre, du coup c'était en sous-sol, je connaissais personne. À l'époque j'avais rien fait, donc je pouvais pas trop ouvrir ma gueule, aller voir les gens. Heureusement, il y a deux, trois personnes sympas qui sont venues me voir, sympathiser avec moi et me parler de certaines choses. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vu que les gens étaient sympas, ouverts et qu'ils étaient prêts à partager avec toi. Et à partir de là, je suis allé à d'autres événements et c'est comme ça que je me suis lancé, des événements, des séminaires, des formations. Et c'est là que vraiment que je me suis entouré et que ça m'a vraiment m'a permis d'amorcer la pompe, d'amorcer mon chemin vers cette indépendance financière. Donc moi franchement je suis parti de zéro. J'étais peut-être comme vous qui regardez actuellement ce Facebook Live, je ne savais pas du tout par où commencer. Et c'est vraiment en étant allé à des événements comme un séminaire, un apéro, un resto, des networking que j'ai pu amorcer cette pompe. Donc je vous invite vraiment fortement à venir. C'est en s'entourant et en se formant que vous allez pouvoir avoir des résultats. Et donc voilà. En plus de ça, vous allez vous rendre compte que peut-être ça va démystifier beaucoup de choses autour de l'entrepreneuriat et l'investissement. On a souvent tendance à penser que c'est réservé aux riches, aux gens qui savent plein de trucs, aux gens intelligents, aux gens de je sais pas quoi. On se rend compte qu'en fait, quand on passe à l'action, il y a quelque chose de magique dans le passage à l'action, c'est que bah, ça démystifie un petit peu toute cette galère qu'on a imaginée dans notre tête. C'est beaucoup plus simple que prévu. À partir du moment où on met le nez dedans, c'est un petit peu comme tout, on se rend compte qu'on a souvent fait des montagnes pour des choses qui n'en valaient franchement pas la peine. Donc voilà. En tout cas, c'est le 8 juillet, samedi 8 juillet à Paris. Je vous ai réservé un hôtel 4 étoiles, petit déjeuner, le déjeuner du midi, des pauses café. Vous venez, vous n'avez vraiment plus qu'à prendre des notes. Je vous fournis le crayon, le papier. Bref, on va être bien. On va être un petit groupe de 50 personnes, on ne sera pas beaucoup. Ça sera vraiment en intimité. On va tous pouvoir se parler, échanger. Ça va être bien sympa. Je vous ai prévu une after soirée si vous êtes intéressé également. À côté des Champs-Élysées à la base de champagne et sushi, ça va être très sympa, ainsi que pour ceux qui veulent prolonger la nuit dans un club parisien. Donc franchement, ça va être une journée béton. Donc j'espère vous y voir. Franchement, il y a déjà beaucoup de personnes qui sont passées à l'action. Je ne pensais vraiment pas que ça allait aller aussi vite. Donc je ne vais pas faire le faux argument marketing en mode faut aller vite. Mais je ne pense pas que si vous voulez vous décider le 6 juillet, le 4 juillet ou le 30 juin, qu'il restera des places. Je vais essayer de gratter avec l'hôtel déjà des places supplémentaires si c'est possible. Mais en tout cas, les 50 vont très vite partir. Donc
faites attention si ça vous intéresse. D'autant plus que chaque lundi, j'augmente le prix de 10 euros par place. Donc c'est un petit argument pour vous faire passer à l'action rapidement, mais c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Qu'est-ce que vous me dites de beau dans les commentaires? Je vois ça que ça excite un petit peu là-dedans. Philem. Salut Philem, j'espère que tu as la pêche. Ouais Adam, je suis en Slovaquie, je t'ai pas attendu pour venir en Slovaquie. Guillaume, bah, viens quand tu veux en Roumanie, c'est vraiment très sympa malgré les clichés qu'on peut voir dans les médias français. Encore une fois, ça n'a rien du tout à voir avec ce qu'on peut entendre dans les médias français ou dans les discussions de bar en France. La Roumanie, c'est bien sympa. Donc, comme je disais, là je suis en Slovaquie, entre la Slovaquie et l'Autriche pour faire un peu de tourisme. Je rentre en France à Deauville ce week-end pour l'événement d'un ami qui fête les 1 an de sa société. Et je reviens dès lundi à Cluj en Roumanie pour encore 2-3 semaines. Et j'enchaînerai sur 2 semaines à Malte. Donc si vous êtes dans ces coins-là, ça sera avec plaisir pour vous capter. Et je vais également aller à Bucarest dans 1 semaine. Donc salut François-Xavier, j'espère que tu vas bien. Salut Enzo, la MIF. tu viens en Roumanie la semaine prochaine, donc tiens-moi au courant quand tu seras là. Et ouais Julien, l'entourage, c'est tellement important. On dit qu'on est en général la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. C'est un petit peu la phrase bateau qu'on entend partout, mais c'est malheureusement vrai. Si vous traînez avec des millionnaires, vous avez de fortes chances d'être millionnaire. Si vous traînez avec des obèses, vous avez de fortes chances d'être obèse. Alors, Pierre, salut Rafia, pas un site qui répertorie les networking sur Paris ou ailleurs. Et à ma connaissance, il n'existe pas. Ce serait une très très bonne idée, parce qu'il y a de plus en plus d'événements comme ça, entrepreneuriaux, investissements. Et c'est un petit peu ceux qui connaissent, qui les connaissent, ces événements. Il n'y a pas vraiment de répertoire, d'agenda. Ça serait une très très bonne idée parce que c'est important de venir ce genre d'événement. Salut Jonathan, ça va? La forme et toi? Et ouais Florian, c'est réservé aux gens qui le veulent, exactement. Précision sur le séminaire, ne venez pas en mode touriste. Si vous êtes là en mode curieux pour savoir ce qui va se passer, ce qui va être dit, ça ne m'intéresse pas forcément. Je veux vraiment que des gens motivés, donc c'est peut-être pas réservé pour vous. C'est peut-être pas le bon moment pour vous. Ne venez vraiment que si vous êtes motivé, que vous avez un projet, vous savez que vous allez passer à l'action rapidement. Parce que les places seront limitées, 50 places, peut-être que je vais en gratter quelques-unes avec l'hôtel, mais pas plus. Donc je veux vraiment des gens motivés, soit qui sont déjà passés à l'action, ou qui veulent vraiment passer à l'action, qui veulent qui veulent faire du résultat, qui vont passer à l'action et pas procrastiner. C'est vraiment important pour moi. Donc voilà. Salut Déo, Juvente. Je ne sais pas c'est quoi ton vrai nom, mais salut à toi. Donc voilà, j'ai terminé mon petit instant promo autour du séminaire, mais voilà, ça me ferait vraiment très plaisir de vous y voir. J'espère que vous serez là, que je pourrai vous serrer la main ou vous faire la bise. Donc voilà. Comme je vous disais également, je vais répondre à quelques-unes des questions que j'ai reçues en Facebook, sur Facebook Messenger, sur Snap, par les emails, etc. J'ai pas mal de questions, là j'en ai 22, donc je vais les répondre en mode assez rapide et efficace. Mais voilà. Que peux-tu me dire de Théophile Hélier? Je l'aurais bien vu à ton séminaire. Courage à toi. Donc Théophile Hélier, je le connais de nom. Je sais qu'il habite à Malte maintenant, mais je ne l'ai jamais rencontré, donc je n'ai pas vraiment d'avis à te donner sur lui. Je pense que je vais le rencontrer avec Maxence Rigotier, Pierre Ollier, etc. à Malte quand j'y serai dans un peu moins de 3 semaines, 4 semaines. Mais voilà, je ne l'ai pas encore rencontré, donc je ne peux pas te dire grand-chose pour l'instant. Alors, première question. On s'était parlé sur Snap quand tu allais prendre l'avion pour la Guadeloupe. Ok. Quelle est la question donc? Pourrais-tu me donner des conseils pour acheter un appartement, pour faire de la colocation dans une ville étudiante ou acheter un immeuble? Je sais qu'il y a des formations, etc., mais je crois que la seule chose qui me manque, c'est de rencontrer quelqu'un qui me pousse dans le grand bain. Donc voilà, on rebondit exactement sur ce qu'on disait tout à l'heure. L'isolement, c'est quelque chose qui est vraiment mortel. Donc cette personne-là, je l'invite très fortement à venir au séminaire. Elle va rencontrer plein de personnes qui vont lui donner des conseils sur comment bien investir en colocation dans les immeubles de rapport. Notamment Guillaume Malguer qui sera intervenant, qui regarde ce Facebook Live normalement, qui est spécialisé en immeuble de rapport. Donc là vraiment c'est à lui qu'il faut poser toutes les questions. Donc cette personne m'invite fortement à venir. Là cette question elle est un peu vaste, des conseils, il y en a tellement à donner en immobilier que là si je réponds à cette seule question sur Facebook Live, je pourrais parler pendant 2 heures. Donc je l'invite fortement à venir au séminaire. Deuxième question de Hélène, je souhaiterais investir dans une société d'expertise comptable mais je n'ai pas de diplôme. Et mon père a déjà une société d'expertise comptable. Je souhaiterais la reprendre comme gérant propriétaire de la société, mais je n'ai pas de diplôme à ce sujet. Est-on obligé d'avoir les diplômes d'expertise comptable pour reprendre la société? Attention, je n'y travaillerai pas, je m'occuperai d'employer les personnes et gérer la boîte.
Bien évidemment qu'on peut reprendre la société, il n'y a pas de souci. C'est comme si tu étais propriétaire d'un restaurant, tu n'es pas forcément cuisinier et tu ne sais pas forcément cuisiner. C'est comme si tu étais propriétaire d'un cabinet médical, d'une chirurgie clinique. Tu peux très bien mettre des chirurgiens qui travaillent pour toi et tu détiens la clinique. Donc non, tu peux très bien avoir une société d'expertise comptable et embaucher des experts comptables qui vont travailler pour toi. Tu n'es pas obligé d'avoir le diplôme pour ça. Donc non, on peut reprendre à peu près n'importe quelle société en France sans avoir les compétences. À partir du moment où on est propriétaire, pas de souci si on délègue à des personnes qui ont les compétences et les diplômes en rapport avec l'objet social de la société en tout cas. Alors, troisième question, on m'a demandé s'il y avait un replay du séminaire que j'organise le 8 juillet. Donc, bien évidemment, le séminaire sera filmé par un caméraman professionnel qui s'occupe de plusieurs grands lancements d'ailleurs sur la blogosphère française. Il sera filmé et il sera par la suite vendu pour ceux qui le veulent. Je ne pourrais pas le donner, mais il sera vendu. Je ne peux pas le donner tout simplement parce que des personnes auront payé pour venir, donc ce n'est pas forcément très légitime de le donner parce que sinon personne ne vient et puis après tout le monde attend que ce soit diffusé gratuitement. Donc il sera revendu le replay du séminaire en qualité professionnelle, une vraie qualité de mec avec du gros matos, le mec rigole pas, avec un bon son, etc. Donc bien sûr il y aura un replay. Quatrième question, je m'appelle Maxime, j'ai 18 ans dans 2 semaines, je suis issu d'une bonne famille mais je veux gagner mon argent moi-même. Mon grand-père est agent immobilier, j'aimerais gérer des biens immobiliers également sans forcément être agent immobilier. Ton livre me sera-t-il une aide dans la perception que j'ai du travail? Donc je ne m'attendais pas à cette question après avoir lu ça, mais ouais, mon livre, donc que j'écris des bancs de la fac à indépendance financière, pourra t'aider dans la perception du travail. Alors après, je ne sais pas si elle va te plaire parce que ma notion du travail, du salariat, de la retraite est un peu spéciale et ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, si tu as une volonté d'indépendance, de liberté tout en ayant des revenus semi-passifs, j'insiste bien sur la notion de semi-passif parce que ça fait beaucoup débat sur internet, la fameuse notion de revenu passif. Mais ouais, je pense que mon livre peut t'aider. J'ai fait un chapitre entier sur la notion du travail et de ce que je pense de tout ça. Donc on aime, on n'aime pas, mais en tout cas j'y parle, donc avec plaisir. Si tu veux te procurer mon livre, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir un retour sur celui-ci si tu le lis. Donc cinquième question, je m'appelle Jean-François, j'ai 20 ans, j'habite à Brest et je suis en 2e année de BTS profession immobilière. Je fais ce BTS dans le but d'être agent immobilier, car je pense que c'est le seul métier qui serait susceptible de me plaire. Depuis 2 ans, je ne cesse de regarder des vidéos d'investisseurs sur YouTube, j'ai lu des livres, je vais tous les jours sur le Bon Coin scruter des annonces. Je pensais qu'il était impossible d'investir en tant qu'étudiant sans avoir de revenus, jusqu'au jour où je vois ta vidéo qui m'explique que tu as investi qu'un prêt étudiant. Donc la personne me demande en fait comment elle peut obtenir un prêt étudiant pour investir. Sa mère est OK pour se porter caution, mais l'an prochain, il n'aura pas le statut d'étudiant. Donc, penses-tu que si j'explique à ma banquière mon envie fausse de poursuivre des études en faisant un bachelor de 3 ans supplémentaires avec un coût de 7 600 € l'année, est-ce qu'elle va m'accorder un prêt étudiant de 30 000 € sans vraiment aller chercher plus loin? Franchement, faut prendre rendez-vous avec sa banquière, sa conseillère, essayer de voir un petit peu, prendre un petit peu la température, de voir comment elle réagit et s'adapter. Au pire, tu vas dans une autre banque, mais 30 000 € si tu dis que tu continues tes études sur un bachelor, tu es déjà étudiant, tu as déjà les papiers, ça peut paraître complètement logique de continuer tes études sur un bachelor. Donc franchement, je pense que ça peut se faire largement, d'autant plus que tu demandes que 30 000 € et pas le maximum de 50 000 € ou 70 000 €. Donc je pense que ça peut le faire, mais là, je n'ai pas de réponse magique pour toi. Avec les banques, il n'y a pas de magie. Il faut vraiment aller les voir, prendre la température et leur dire un petit peu ce qui les intéresse. Donc fais une première banque, vois ce qu'elle te dit, fais-en une deuxième si la première ne suffit pas et adapte ton discours. Mais moi, je pense que c'est largement possible ce que tu me dis, surtout si tu as un coût de 8 000 € l'année et que tu partirais sur 3 ans supplémentaires, ça fait déjà 24 000 €, plus le logement, plus l'essence, la voiture, etc. Donc facile. Alors, autre question, comment commander mon livre? Donc, une personne qui avait vu mon livre mais qui ne sait pas comment le commander, c'est très très simple. Sur mon blog directement, dans le menu, il y a un onglet livre. On peut l'acheter sur mon blog directement ou alors sur Amazon en tapant des bancs de la fac à l'indépendance financière. Vous pouvez le trouver très facilement ou en tapant mon nom, Raphaël Carteni. Vous allez trouver mon livre donc, qui s'appelle Des bancs de la fac à l'indépendance financière et dans lequel je ressasse un petit peu mon parcours de A à Z, mes différents investissements jusqu'à cette fameuse indépendance financière. Alors Jeff qui me dit « Salut Raphaël, je suis en train de chercher une banque pour m'accorder un prêt étudiant dans le but d'investir dans l'immobilier. Cette banque qui est le CMB est OK, mais il procède par déblocage échelonné des fonds. Je vais donc voir le LCL et la caisse d'épargne. Si tu as des conseils, je suis preneur. » Donc le déblocage échelonné des fonds, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire. On peut vraiment avoir tout le cash d'un seul coup. Donc si ta banque te dit ça, soit tu négocies avec elle pour avoir le cash tout de suite,
soit tu vas avoir une autre banque, mais normalement il n'y a aucun souci pour avoir tout le cash tout de suite. C'est même plutôt bizarre qu'ils débloquent progressivement, c'est plutôt rare, donc normalement tu n'auras pas de galère si tu vas avoir d'autres banques pour trouver directement une banque qui t'acceptera de tout débloquer d'un seul coup. Moi c'est ce qui s'est passé avec ma banque, elle a tout débloqué d'un seul coup. Pardon. Alors Nicolas qui me demande sur le Facebook Live, c'est pas galère d'investir aux quatre coins de la Terre, comment tu pourrais gérer des apparts un peu partout dans le monde? Tout simplement en prenant des gestionnaires de biens immobiliers, des agences immobilières pour qui c'est le travail. Quand tu as énormément de patrimoine aux quatre coins du monde, c'est ce qui se passe. Hein. Tu ne prends pas l'avion tous les jours pour aller voir ton patrimoine. Tu as des gens sur place qui s'occupent de tes appartements, aussi bien pour les entrées et les sorties d'appartements, de locataires, pardon, que l'entretien. Donc non, quand tu arrives au niveau où tu as plein d'appartements dans le monde entier, aux quatre coins du monde, ce que je te souhaite, ce genre de choses n'est plus un souci. Tu as des gens qui travaillent pour toi, qui s'occupent de ton patrimoine immobilier. Même des banques qui proposent ce genre de service quand tu rentres dans des sphères un petit peu plus élevées. Pierre qui me dit ça peut être un bon site à développer, exactement, un très très bon site. J'aimerais vraiment bien avoir un agenda comme ça, d'autant plus que c'est vraiment pas dur à faire. Alors question IMO, je vois pas toute ta question Pierre, je sais pas pourquoi. En fait, je pense que ton message est trop long pour Facebook. Je vois que les 4 premières lignes, donc je suis désolé, je peux pas voir ton message en entier. Alors. Maxime qui me demande: Salut Raphaël, dis-moi, je souhaite avoir des infos sur le parrainage Boursorama. Donc beaucoup de parrainage Boursorama que vous me demandez. Qu'est-ce que c'est le parrainage Boursorama? Le Boursorama, c'est une banque en ligne. Pardon, je mets mes doigts devant l'écran. Boursorama, c'est une banque en ligne en fait pour ouvrir par exemple un PEA, une assurance vie, ce que vous voulez. Et en fait, sur mon blog, je propose un parrainage contre lequel je vais vous offrir ma formation sur la bourse, la stratégie des actions à fort dividende. Donc en fait, le but du parrainage, c'est que vous touchiez une prime filleule. Moi, je touche une prime par un. Cette prime par un, elle correspond au montant de ma formation d'habitude sur la bourse. Donc en échange, je vous offre ma formation sur la bourse. Et donc, c'est une offre gagnant-gagnant. Donc ma formation, c'est une formation pour apprendre à investir sur les actions à fort dividende, la stratégie que j'utilise personnellement. Et donc voilà, donc pour Boursorama, c'est une simple banque en ligne sur laquelle on peut procéder à un parrainage. Et donc voilà l'offre que je vous propose. Donc Pauline qui me dit: je suis en train de regarder les biens sur Nantes et il n'y en a pas des masses. En gros, elle me demande: est-ce que c'est normal? Donc des bonnes affaires, c'est pas forcément évident. En tout cas sur Nantes, il y a des choses à faire. Je connais un chasseur immobilier sur Nantes pour lequel je pourrais vous donner ses coordonnées. Il est très très efficace. Il est présent sur Nantes et sur Rennes pour l'instant, mais il est en train de se développer. Donc si vous recherchez des biens sur Nantes pour de l'investissement immobilier avec du cash flow, de la rentabilité, demandez-moi, envoyez-moi un petit message, je vous donnerai les coordonnées de ce chasseur immobilier qui est vraiment très pro. Il a une très bonne éthique, je l'ai déjà rencontré à Nantes et c'est un mec qui déchire. Donc si vous voulez investir sur Nantes, dites-le moi, il vous trouvera sûrement une très bonne affaire pour vous. Donc dites-moi. Pauline me demandait également si vous pouvez aller chez les notaires pour trouver des bonnes affaires. C'est une très bonne idée, les notaires. C'est eux qui sont concernés, qui ont des problèmes de succession, de décès même, donc du coup de succession, pardon. Et donc souvent ils voient des bonnes affaires passer parce que voilà, les successeurs doivent vendre rapidement le bien, généralement ils veulent s'en débarrasser. Et donc c'est vraiment l'occasion d'avoir des bonnes affaires en passant par les notaires. Donc bonne idée d'aller voir les notaires, ils ont souvent des bonnes affaires. Donc François Xavier qui me dit: merci pour le contact Raphaël, en effet c'est à toi que j'avais donné je crois le contact du chasseur immobilier. Donc de rien François Xavier, ça fait plaisir si ça peut t'aider. Alors, question. Voilà, c'est une question un petit peu spéciale en fait, je voulais vous demander votre avis. J'ai reçu un mail un petit peu étrange d'une personne qui me dit, donc voilà, elle s'appelle Kevin et qui pendant 15 ans a réalisé des escroqueries bancaires. Donc elle me dit qu'elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine, réalisation de faux documents, obtention de cartes Visa et chéquier, vraies factures EDF, acheter des voitures sur le bon coin et les revendre, les faire partir en Afrique, retirer de la liquidité avec des cartes bleues même si le compte est vide. Bref, elle a fait beaucoup d'escroqueries bancaires, maintenant c'est terminé, c'est derrière elle tout ça. Et en gros, elle veut mettre son savoir à disposition du public et elle ne sait pas comment procéder. Éventuellement écrire un livre, des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de failles dans le système selon elle. Donc est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait? Je ne sais pas si on faisait peut-être une vidéo ensemble pour parler un petit peu de tout ça. Ça tourne autour de l'argent, des choses comme ça. Donc c'est un petit peu spécial comme email que j'ai reçu. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je rentre en contact avec cette personne pour vous réaliser une vidéo. Bref, c'est un petit peu bizarre, mais dites-moi en tout cas. Dans quel cadre je vais à Malte? Non, je ne vais pas simplement les rencontrer. Une fois sur place, je vais rencontrer Théophile Hélier, Maxence Rigotier, etc. Mais l'objectif numéro un, c'est pas d'aller les rencontrer. L'objectif numéro un, vous allez rigoler, c'est de perfectionner mon anglais.
puisque je vais prendre des cours d'anglais à Malte. Donc voilà. Voilà pourquoi je me rends à Malte. Pour des cours d'anglais, pour kiffer, pour chiller et puis en même temps voir un petit peu toute la clique maltaise qui a l'air de bien performer là-bas. Alors, ensuite, je reçois beaucoup de questions sur la formation de Matt du Forex Gang, peut-être que vous connaissez. J'ai fait une interview avec lui, j'ai dû bloquer les commentaires parce que justement ça partait vraiment trop en live. Il y avait trop d'insultes, c'était n'importe quoi, personne ne se tenait dans ces commentaires, franchement des enfants. Tout le monde se battait. On me demande tout le temps ce que je pense du coup de la formation de Matt de Forex Gang. Donc voilà, je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense. C'est pas parce que j'ai fait une vidéo que forcément je cautionne sa formation. Tout le monde est en train de me dire oui Raph, tu vends des trucs que tu connais pas, nanana, nanana, en train de me clasher entre guillemets. Bon déjà, je vais pas faire des vidéos avec des mecs que j'aime pas ou des choses comme ça. Donc si j'ai fait une vidéo avec lui, c'est que le mec a un bon fond, d'après moi, qu'il est super sympa. Pour preuve, j'étais avec lui en Guadeloupe. On s'est baladé en Guadeloupe quand j'y étais, puisqu'il était également présent sur place. J'étais avec sa femme, sa mère. Bref, c'est vraiment quelqu'un de très adorable. On a passé des très bons moments. Matt, c'est quelqu'un qui déchire humainement parlant. Malgré le gros personnage qu'il peut dégager, son gros branding avec ses lunettes de soleil, son bonnet, son fuck Euro USD. Pour le mec, c'est quelqu'un de très très bien. Concernant la formation, gardez bien en tête que ça reste du forex, que ça reste du trading, que ça reste de la spéculation, que chaque investissement comporte un risque, que ce soit de l'immobilier, que ce soit la création d'une entreprise, que ce soit le trading, peu importe le domaine. Tant qu'on parle avec de l'argent, qu'on parle business, qu'on parle affaires, il y a une perte, il y a un risque de perte de capital, comme il y a un risque de gain. Donc il n'y a pas de magie, ce n'est pas une formation magique pour s'enrichir du jour au lendemain. Forcément, il y a du marketing derrière, parce que le but, voilà, c'est forcément aussi de vendre sa formation. Mais non, il n'y a pas de magie, c'est pas demain d'acheter la formation, vous devenez riche en 3 jours. Vous allez sûrement devoir apprendre beaucoup de choses, c'est même pas sûrement, c'est vous allez devoir apprendre beaucoup de choses. C'est un domaine qui s'apprend, qui est complexe, comme immobilier, il y a plein de choses à apprendre. Vous allez sûrement vous casser la gueule parce qu'au début, il faut faire ses premiers pas, qu'on se casse souvent la gueule quand on apprend à marcher. Donc voilà, il n'y aura pas de magie, vous allez sûrement vous prendre des déceptions, mais c'est comme dans tous les domaines de la vie. Au début, c'est pas évident, on se perfectionne, on apprend. Donc vraiment, pour moi, le trading, la spéculation, c'est quelque chose qu'on fait avec de l'argent qu'on peut perdre et qu'on ne tient pas. Il ne faut pas vous dire, vous lancez dans le trading, la spéculation et vous misez tout pour vivre, pour vous nourrir, etc. C'est vraiment de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Alors bien évidemment, Matt va vous apprendre une stratégie, une méthode pour limiter ses pertes et augmenter vos gains. Mais retenez bien en tête qu'il n'y a pas de magie dans tout ça. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai eu accès à la formation, j'ai regardé un petit peu tout ça. Et le contenu a l'air bon, il est dense, c'est beaucoup de choses. Tout ce qui est partie action à fort dividende, il dit exactement la même chose que moi, donc ça m'a rassuré sur le reste du contenu. Il y a une partie fiscalité qui est béton avec un avocat fiscaliste qui est très très bon également, donc ça c'est top. Donc franchement, vous allez apprendre des choses. Après, comme je le disais encore une fois, il n'y a pas de magie. Donc à vous de vous faire votre avis. En tout cas, moi j'avais proposé une petite affiliation. En échange, je vous offrais ma formation sur la bourse, les actions à fort dividende, ainsi que mon livre papier. Cette offre tient toujours, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais voilà ce que je peux vous dire sur la formation de Matt. Donc autre question, je suis un jeune étudiant, ton parcours m'inspire vraiment. J'envisage d'obtenir un prêt étudiant pour acheter un petit appartement. Donc vous vous rendez compte, le prêt étudiant, tout le monde va en faire un, c'est un truc de ouf. J'ai lu bien évidemment ton article à ce sujet et j'aurais simplement voulu avoir ton retour d'expérience depuis ton achat. Par ailleurs, quels sont les pièges à éviter quand on est novice comme moi pour ce type d'achat? Mon retour d'expérience très rapide, c'est que tout se passe très bien. L'appartement fait un chiffre d'affaires très très satisfaisant puisque je suis à plus de 25% de rentabilité. L'appartement sera rentabilisé en seulement entre 3 et 5 ans. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, mais je parle de net, tellement il dégage du cash. Donc c'est très loin des 20 ans qu'on dit en général pour de l'immobilier. Il sera très vite rentabilisé, donc très bonne opération que j'ai effectuée ici. Concernant les pièges à éviter, franchement, encore une fois, c'est une question bien trop vaste. Si tu es novice, je t'invite à bien t'entourer de gens qui ont déjà investi dans l'immobilier, à te rendre à des événements, comme mon séminaire par exemple, ou à faire des formations, mais des pièges dans l'immobilier, il y en a plein, que ce soit au niveau des travaux, que ce soit au niveau du financement, que ce soit au niveau du notaire, que ce soit au niveau du mobilier à choisir, des charges, bref, il y a plein de choses à savoir. Donc là, parler de tout ça sur un simple Facebook Live, c'est impossible. Alors ensuite, une question d'une personne qui souhaite rester anonyme. Quel document la banque t'a demandé de fournir pour justifier un besoin de 70 000 euros pour un prêt étudiant? Donc voilà.
La banque ne m'a demandé simplement que ma carte étudiante ainsi que le récapitulatif des frais de scolarité que j'ai payé en début d'année. Donc c'était un simple document d'une seule page, format A4, donc seulement 2 documents. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment très très peu. Ainsi que la déclaration fiscale de la caution, si vous en avez une et que c'est une personne physique, en sachant que l'État peut également se porter caution maintenant pour les prêts étudiants. Donc la personne me disait également qu'elle était étudiante en école de commerce, 9 000 € l'année, financée par l'alternance, donc elle avait en fait aucun frais de scolarité, et elle se demande comment justifier une demande aussi importante, même avec un bon garant. Nanana, nanana, nanana. Est-ce que tu as réalisé un tableau détaillé de toutes les charges et achats envisagés sur tes années d'études pour convaincre la banque? Non, je n'ai proposé aucun tableau détaillé de toutes les charges. C'est vraiment très simple, les prêts étudiants. Je vous invite encore une fois de plus à prendre rendez-vous avec votre conseillère, avec l'agence bancaire et suivre un petit peu les démarches, voir comment ça va se passer, voir ce qu'elle va vous demander. Mais n'hésitez pas à gonfler les frais, quitte à ne pas dire que c'est financé par l'alternance, que c'est vous qui devez payer les 9 000 € l'année. Il faut être un petit peu filou, il faut essayer de comprendre les doubles intérêts, le vôtre ainsi que celui de la banque. La banque, elle va vouloir faire de l'épargne long terme parce que vous êtes jeune, vous voulez votre prêt. Donc dites ce que veut entendre la banque et dites ce que vous devez dire pour avoir votre prêt, quoi. Donc je ne dis pas qu'il faut mentir, mais presque un peu. Donc, euh, donc voilà, franchement, la personne qui va rester anonyme, je t'invite à prendre rendez-vous avec ta banque, un premier rendez-vous, limite une autre banque, même pas la tienne, pour voir un petit peu comment ça va réagir et ensuite adapter. Il y a plein de banques. L'essentiel, la finalité, c'est d'avoir le prêt étudiant. Donc franchement, il n'y a pas vraiment besoin de faire des tableaux détaillés, des charges, des achats envisagés, de fournir les factures. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de donner des papiers de malade. C'est vraiment relativement simple. Pour l'avoir vu plusieurs fois, c'est vraiment pas compliqué. Salut Guillaume qui me dit qu'il me laisse, qui s'en va. Bonne soirée à toi Guillaume, à une prochaine. Ciao ciao. Arnaud qui me dit, je m'appelle Arnaud, j'ai 20 ans, je suis étudiant sur Paris en commerce international. J'ai le projet d'investir dans des lots de parking ou de box pour commencer. Mais je voulais savoir si je devais absolument être sur les lieux où je louerais ces biens. Tu peux investir de où tu veux, n'importe où dans le monde, hein. Aujourd'hui, je suis en Slovaquie et si tu veux, dans 2 heures, je peux acheter un appartement à Singapour. Il n'y a pas de souci. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux déléguer la gestion à qui tu veux. Donc, non, non. Après, le plus simple, c'est toujours d'être présent sur place, notamment si c'est ton premier investissement pour voir un petit peu comment ça va se passer, pour signer les papiers, de faire tes premières billes, te familiariser avec le processus d'achat d'un appartement. Donc, oui, pour ton premier bien, je te conseille quand même d'investir autour de chez toi. Pour les visites, pour la banque, pour le notaire, pour les travaux, pour tout ça. Mais à terme, avec de l'expérience, c'est vraiment pas quelque chose d'obligatoire d'investir là où tu es. Mais en général, on dit qu'il y a 3 endroits pour investir. Là où tu es né, où tu connais très bien du coup. Là où tu vis et où tu connais également très bien du coup aussi. Et pour défiscaliser, pour ta fiscalité, pour une résidence fiscale à l'étranger par exemple. Mais voilà. Autre question. Je m'appelle Théo, j'ai 22 ans, je suis dans le même cas que toi à ton premier investissement. Je veux faire un investissement par le biais du prêt étudiant pour acheter de quoi faire de la location courte durée sur Bordeaux. Je voulais savoir si c'était une bonne idée, si tu pouvais me conseiller sur le type de bien que je pourrais acquérir. Je pense qu'un studio ou un terrain de 20 mètres carrés minimum ferait l'affaire. Le budget via le prêt étudiant que j'envisage au maximum est de 75 000 € à la BNP Paribas. Mais malheureusement, je suis depuis toujours chez Société Générale, ceux qui ne veulent apparemment pas d'investissement immobilier avec les prêts étudiants. Dois-je quand même essayer avec eux? Ok. Donc en effet, la Société Générale, c'est la seule banque qui précise clairement dans ses conditions générales de vente, on peut dire ça comme ça, qu'il est interdit de faire un investissement immobilier avec l'argent du prêt étudiant. C'est la seule banque qui le dit, toutes les autres ne le stipulent pas. Donc indirectement, c'est-à-dire que c'est autorisé puisque ce n'est pas interdit. Donc non, je ne te conseille pas forcément d'aller te demander à la Société Générale pour ton prêt étudiant, étant donné qu'ils le disent clairement dans leurs conditions qu'ils ne veulent pas. Donc ils vont te dire la même chose. Donc soit tu mens et voilà, mais je ne te conseille pas non plus de le faire. Donc moi je te recommande d'aller quelque part d'autre pour ton prêt étudiant. Sinon l'idée de faire du saisonnier, de prendre une petite surface d'un mètre carré, studio T1, c'est très très bien. C'est très bien pour commencer comme genre de bien. Adèle qui me demande, qui me dit que voilà, déléguer à une agence la gestion d'un appartement, ça coûte entre 5 et 8%. Donc en effet, c'est à peu près ça que ça coûte. Il me demande est-ce que c'est sur le loyer hors charge ou avec charge. Donc non, c'est 5-8% de frais de gestion de la part d'une agence immobilière sur les loyers hors charge. Les charges, ça n'a rien à voir, ce sont des charges d'exploitation, tout ce qui va être eau, etc. Ça n'a rien à voir. Ce sont vraiment les loyers hors charge qui sont pris en compte pour ces 5 à 8% de frais. Et donc en général, on dit grosso modo que quand on délègue la gestion d'un bien immobilier à une agence, ça va vous coûter un mois de loyer dans l'année pour arrondir les angles.
Ricardo qui me demande par message privé sur ma page Facebook, comment fais-tu pour gagner de l'argent? Donc un peu bizarre comme question, je lui ai dit que je répondrais sur un Facebook Live. Juste derrière, il m'a bloqué. Donc voilà, je réponds quand même, comment faire pour gagner de l'argent? J'ai envie de dire en travaillant. Donc au début, il n'y a pas de magie, il faut travailler. Donc échanger son temps contre de l'argent. Moi au début, j'ai donné des cours de maths, des cours de médecine pour faire un peu d'épargne. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'effet de levier avec des emprunts bancaires pour faire de l'immobilier. On peut créer une entreprise avec 0 €, 10 euros si vous faites de l'e-commerce sur Internet ou des choses comme ça. Donc comment fais-tu pour gagner de l'argent? Et bien tout simplement en travaillant. Au début, un peu comme un salarié en échangeant son temps contre de l'argent et ensuite en mode plus entrepreneurial. Si on comprend un petit peu mieux comment fonctionne l'argent pour ne plus être son esclave, on va dire. Antoine qui me dit toujours cette barbe de hipster au calme. Alors, Antoine, tu es peut-être déjà plus loin que moi, je sais que tu es très modeste, donc peut-être que tu m'as déjà fumé, hein, je sais pas. Bref, en tout cas, c'est pas une course, l'essentiel c'est qu'on soit libre et qu'on puisse kiffer la vie. Donc à partir du moment où l'indépendance financière est atteinte, qu'on a assez d'oseille pour faire ce qu'on a envie de faire quand on veut, où on veut et avec qui on veut, c'est déjà quelque chose de très très sympa. Adrien qui me dit j'ai actuellement 19 ans, je suis étudiant en licence 2, je veux et j'atteindrai l'indépendance financière. Ma stratégie étant de passer par le trading et l'immobilier. Cependant, ces deux domaines demandent de certaines ressources financières. J'ai donc pour projet d'intégrer une société de MLM. Il y a pas mal de fautes, c'est pour ça que je galère à lire. Dans l'objectif de gonfler mon capital. Cependant, même si j'arrive à trouver des prospects, je n'ai pas l'impression d'être libre puisque je dois être H24 en train de chercher du monde. J'utilise également d'autres petites astuces sans risque pour gagner des 200, 400 euros à droite et à gauche. C'est toujours ça de prix. Je sais que l'indépendance financière ne se construit pas du jour au lendemain et qu'il faut y consacrer beaucoup de temps, ça c'est bien vrai. Mais entre apprendre sur un domaine tel que l'immobilier ou le trading est pour moi beaucoup plus passionnant que de prospecter pendant des heures. J'ai donc actuellement à 19 ans un capital de 13 000 euros qui devrait atteindre les 20 000 euros d'ici décembre. Je voulais juste savoir ce que tu pensais de tout et si tu avais des conseils à me donner. Ce que j'aime c'est l'immobilier et le trading, mais je pense que pour le moment c'est un peu inaccessible et donc j'ai voulu passer par le marketing de réseau. Alors, effectivement, tu es étudiant, donc l'immobilier c'est un petit peu compliqué étant donné que tu n'as pas le fameux CDI. Tu as la solution du prêt étudiant que j'ai également utilisé comme moi, si tu veux, pour commencer à investir dans un premier bien immobilier. Le trading, ça dépend quel type de trading tu vas faire. Si tu fais du trading long terme, très safe, type action à fort dividende, en effet, c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir, atteindre l'indépendance financière très rapidement. Si tu fais de la spéculation avec des bonnes stratégies, là c'est quelque chose qui peut être plus intéressant. Mais une fois de plus, ton capital de 13 000 euros, si tu le fais travailler sur du trading, ça peut être beaucoup plus risqué. Tu peux avoir une perte de capital. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. L'idée d'avoir voulu passer par le marketing de réseau, c'est pas forcément bête. C'est pas quelque chose que j'approuve à 100% marketing de réseau, étant donné que tu n'as pas de contrôle sur le business. C'est le business de quelqu'un d'autre et finalement tu es le commercial de cette société. Mais ça peut être une bonne idée pour faire du chiffre. Et justement, à mon séminaire, il y a quelqu'un qui va parler du marketing de réseau. Et pour lui, ça a été vraiment un tremplin pour créer sa société et ensuite faire d'autres choses. Donc c'est vraiment très intéressant comment il a utilisé le marketing de réseau lui. Mais moi, j'ai vu des personnes autour de moi utiliser le marketing de réseau également pour faire pas mal de cash et ensuite leur investir ailleurs. Donc pourquoi pas. Après, si tu me dis que ça te saoule complet de chercher des prospects, de prospecter et tu as l'impression que ça te gonfle, ça va se ressentir dans ton taf, on va dire, dans ta prospection. Donc c'est pas forcément quelque chose de top non plus si tu kiffes pas ça. Donc franchement, tu n'as pas beaucoup de solutions là. C'est soit tu termines tes études, tu trouves un CDI et ensuite tu peux commencer à investir, soit tu fais un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier tout de suite, soit tu te sers du marketing de réseau comme pilier, comme tremplin pour investir dans d'autres choses par la suite. Mais là, tu n'as pas énormément de solutions ou alors tu crées une entreprise, un e-commerce, une entreprise plus classique, plus traditionnelle. Mais voilà un petit peu ce que je peux te dire. Autre question. J'ai vu ton site web et j'aimerais vraiment savoir si je peux investir en prenant un prêt étudiant. Merci d'avance. Donc question simple, réponse simple. Si tu es étudiant, tu peux faire un prêt étudiant et donc tu peux utiliser les fonds d'un prêt étudiant pour investir dans l'immobilier. Arnaud qui me dit j'ai beaucoup aimé, je compte faire le prêt étudiant d'ici peu de temps pour pouvoir acheter un studio près d'une zone universitaire vers Toulouse ou Lille. Mais j'ai encore une question, comment tu fixes le prix d'un loyer? Tout simplement en faisant ton étude de marché. Investir c'est bien mais il faut très bien connaître son marché. Donc pour connaître son marché c'est simple, en faisant les visites, en demandant à l'agent immobilier combien ça s'ouvrirait selon lui. Alors par contre ne jamais écouter l'estimation d'un agent immobilier puisque lui va gonfler le prix du loyer puisqu'il veut te vendre une rentabilité, te faire croire que ton investissement, ce qu'il te vend est une bonne affaire. Donc généralement il faut enlever 10% à ce qu'il va t'annoncer
l'agent immobilier. Et c'est pareil, si tu annonces des travaux, il faut ajouter minimum 10%. Bref, il faut toujours tirer les prix dans l'autre sens de ce que te dit l'agent immobilier. Mais bref, après tu regardes sur le bon coin dans ton quartier, à combien ça se loue pour le bien équivalent. Et ensuite, avec ton expérience, tu sauras dans n'importe quel quartier de ta ville à combien ça pourrait se louer cet appartement. Donc là, il n'y a pas de magie non plus, il faut faire des visites, il faut bouffer des visites, il faut bouffer des annonces sur le bon coin, sur Se Loger, il faut parler des agents immobiliers, des notaires, il faut parler des investisseurs de ta ville. Et après, cette question du prix du loyer, elle te sera évidente en tête. Aujourd'hui, si on me parle d'un quartier dans Reims pour un studio ou n'importe quelle surface, je peux te dire à peu près combien ça pourrait se louer dans ce quartier ou dans cette rue. Alors, avant-dernière question, Joe, j'avais une question concernant un premier achat. Je viens d'acquérir un bien sur la côte vendéenne que je souhaite louer en saisonnier. Dois-je le mettre en résidence principale et en meublé de tourisme selon toi? Je compte aussi l'utiliser pour moi quelques jours ou quelques semaines dans l'année. Merci pour ta réponse et continue tes vidéos, on en apprend beaucoup. Tu ne peux pas l'avoir en tant que résidence principale et en tant que meublé de tourisme en même temps. C'est quelque chose d'antagoniste. Soit c'est ta résidence principale, tu y habites à l'année et c'est chez toi. Soit c'est un meublé de tourisme et c'est loué tout le temps à une clientèle étrangère. Mais ça ne peut pas être les deux. Donc le plus simple, étant donné que, vu ce que tu me dis, que tu veux y aller seulement que quelques jours ou maximum quelques semaines dans l'année, c'est de le mettre en meublé de tourisme comme si c'était business et de bloquer ton calendrier les jours où tu veux y aller, pour toi y aller et kiffer. Donc voilà, ce ne serait pas ta résidence principale, ce serait vraiment un meublé de tourisme. Donc qui dit que ce n'est pas ta résidence principale, dit que si tu revends un jour avec une plus-value, tu vas avoir une imposition sur la plus-value. Et pour la taxe d'habitation également, si tu considères que c'est un meublé de tourisme et que tu te bloques des plages dans l'année pour en profiter, tu es censé quand même payer la taxe d'habitation pour ce bien en question, même si en saisonnier, normalement, on ne paye pas la taxe d'habitation puisque personne n'y habite à l'année. Mais il y a une exception, une jurisprudence qui a prouvé que voilà, si tu te réserves le droit d'y habiter une partie de l'année, après c'est toujours pareil, ça dépend quelle longueur, quelle durée de temps, tu peux être amené à payer la taxe d'habitation. Donc là, ça dépend en fait de combien de temps tu veux rester. N'hésite pas à me préciser ta question, mais voilà en tout cas. Pour répondre à ta question, ce sera du meublé de tourisme, vu ce que tu me dis. Dernière question, j'ai 17 ans, c'est Fabien qui me dit ça. Donc on se rend compte qu'il y a même beaucoup de personnes jeunes, donc c'est cool. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se bouger les fesses. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire un prêt étudiant. Donc encore une fois, je répète, attention avec les prêts étudiants, c'est pas censé faire ça. N'oubliez pas qu'il faut rembourser. N'investissez pas n'importe comment dans l'immobilier. Ça reste des dizaines de milliers d'euros. Pour certaines personnes, c'est beaucoup d'argent, ça peut être compliqué à rembourser. Donc faites bien attention, ne partez pas sur une mauvaise date dès le début. La volonté d'investir dans l'immobilier avec un prêt étudiant, c'est très bien. Vous voulez acquérir des actifs, de l'immobilier, toucher des loyers, c'est très bien. Mais n'achetez pas n'importe quoi, il ne faudra pas que ça se retourne contre vous. Et il ne faudra surtout pas être responsable de ça. Moi je l'ai fait, je savais ce que je faisais. Mais ne faites pas comme moi juste pour copier un petit peu n'importe comment, ça serait dommage. Donc Fabien qui me disait, j'ai 17 ans, je m'intéresse à l'immobilier depuis peu. J'ai une question par rapport à ta dernière vidéo. Pourquoi c'est un désavantage d'acheter ses premiers appartements en nom propre? Pourquoi est-il préférable de les inclure dans une société? Donc je ne pense pas avoir dit ça, ou peut-être que je l'ai formulé d'une manière un petit peu étrange. Ça dépend vraiment de tes objectifs. Investir en nom propre, ça peut être très bien et très conseillé lors de tes premiers investissements. Et je le conseille vraiment à tout le monde lorsqu'on commence à investir. Puisqu'on a une fiscalité qui est intéressante avec le statut de LMNP, loueur meublé non professionnel, qui est un des statuts aujourd'hui, une des niches fiscales les plus intéressantes aujourd'hui en France, quand on est en nom propre dans l'immobilier. Une des dernières niches fiscales, avec le PEA et l'assurance vie. Donc c'est très bien en nom propre. La société, c'est très bien quand on commence à grossir. Si vous avez des schémas fiscaux qui sont plus complexes, avec des systèmes de holding tout en haut, une foncière sur le côté qui détient de l'immobilier, et par exemple un business qui crache des gros bénéfices. L'avantage, c'est de par exemple être sa propre banque avec les bénéfices de la société qu'on fait remonter dans la holding et qu'on reverse ensuite dans la foncière pour pouvoir acheter de l'immobilier. Donc là, ça réduit fortement les frais que si vous passiez par vous, une personne physique, tout transite dans la société, il y a beaucoup moins de frais. Donc il n'y a pas forcément d'avantage d'acheter en société, tout dépend de vos objectifs. Est-ce que le but c'est de vivre de vos revenus immobiliers? Est-ce que le but c'est de transmettre du patrimoine? Est-ce que le but c'est de... Je ne sais pas moi, ça dépend vraiment de vous, si vous avez une famille, des enfants, une femme, de combien vous gagnez vous personnellement également avec votre revenu salarié, si vous avez un revenu salarié, de choses comme ça. Donc là vraiment, investir en société ou en nom propre, ça dépend de tes objectifs. Donc Fabien, je t'invite vraiment à me préciser ta question. Mais étant donné que tu as 17 ans et que tu t'intéresses à l'immobilier depuis très peu, je pense que tes premiers investissements vont se réaliser en nom propre.
Ce serait un petit peu débile de commencer en société étant donné que ça va te coûter beaucoup d'argent. Un billet déjà pour créer la société, un billet chaque année pour entretenir la société, faire les déclarations comptables, la transmission de l'alias fiscale chaque année en prenant un comptable. Donc vraiment ce genre de schémas fiscaux, ça se met en place quand on a déjà beaucoup de patrimoine, qu'on a une société qui crache des bénéfices. Puisque si tu fais le montage que je viens de t'expliquer, société foncière qui investit dans l'immobilier, société d'exploitation qui crache des bénéfices avec une holding en haut, dès qu'on a une holding, on a besoin d'avoir un expert comptable et un commissaire aux comptes. Donc un commissaire aux comptes, c'est encore quelqu'un en plus qu'on doit payer pour certifier tes comptes. Donc ce n'est pas forcément recommandé quand on commence à investir au début. Tu peux investir en nom propre pour te faire tes premiers investissements et ensuite faire des arbitrages, revendre éventuellement ce que tu as acheté en nom propre pour réinvestir via une société. Mais voilà, bref, ça tu verras un peu plus tard. Pour l'instant, je pense que c'est un petit peu prématuré de penser à une société dès maintenant. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions que j'ai reçues par email. J'ai l'impression d'avoir été vite, donc j'espère que j'ai bien développé les réponses à vos questions. En tout cas, s'il y a des précisions que vous voulez que j'apporte, comme toujours, posez-moi vos questions par email, sur Facebook, sur Snapchat, sur Instagram. Vous êtes fort pour me bombarder de tous les côtés. J'arrive plus à suivre, donc, donc n'hésitez pas. Et je répondrai avec plaisir lors d'un prochain Facebook Live. Donc voilà, je vais checker un petit peu ce que vous me dites sur le chat. Donc il y a Joe qui a rejoint. Salut Joe, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas capté. Donc je vois que tu chantes pas, je vois que tu as lancé ton blog là récemment. Donc c'est très très bien, ça fait grave plaisir de te voir en vidéo là sur Facebook. Je te vois dans mon fil d'actualité, donc c'est super cool. Sébastien, salut, tu vas bien, la forme? Comment tu vas? François Xavier, quel conseil astuce peux-tu donner pour obtenir un prêt en étant en CDD? Je ne sais pas si tu avais vu ma vidéo sur le blog où j'avais interviewé un mec qui avait investi dans l'immobilier en CDD. Je t'invite à aller la voir, il avait donné des conseils sur son retour d'expérience avec la banque. Et je dois faire une vidéo prochainement à Lyon avec un mec qui va donner des conseils bancaires sur les personnes qui ont des dossiers un petit peu plus compliqués, type CDD, intérim, auto-entrepreneur, bref, tous ceux qui n'ont pas j'allais dire la gueule de l'emploi, mais la gueule de l'investissement du coup. Donc voilà, après, quel conseil? C'est toujours pareil, avoir des comptes clean, comment dire, merde, quand on est dans le rouge, sans découvert. Euh, Arriver en rendez-vous rasé, cheveux coupés, sapé comme il faut, montrer qu'on est pro, de savoir de quoi on parle, amener un projet qui s'autofinance à minima et qui dégage du cash de manière préférentielle. C'est toujours pareil, quoi, les règles bancaires classiques. Après le CDD, c'est vrai que c'est quand même un frein. C'est rare de se faire financer avec ça, mais j'ai quand même vu des gens se faire financer avec des CDD en intérim, en intermittent du spectacle. Donc j'ai envie de te dire, n'abandonne pas. Et ça, la persévérance peut t'amener à obtenir ton financement. Les banques sont vraiment pas rationnelles. Elles ne financent pas des dossiers qui sont top. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent mais qui sont un peu trop endettés à leur goût. Et elles vont financer des gens qui n'ont pas du tout d'endettement mais qui ont seulement un CDD. Donc des fois, c'est pas très rationnel. Encore une fois, les banques, il faut y aller. Faire le tour des banques, des agences, même différentes agences d'une même banque et voir un petit peu les sons de cloche pour dire un petit peu ce qu'elles veulent entendre. Christian, e-commerce, vente de produits ou services. Si produit veut dire fonds d'argent obligatoire, comment faire? Non Christian, tu peux faire de l'e-commerce donc avec de la vente de produits, c'est principalement de ça dont je parlais, vente de produits physiques. Et tu n'es pas obligé d'avoir un fonds d'argent, enfin je pense que tu veux dire de la trésorerie, un stock avec de l'argent mobilisé pour ce roulement de stock. Tu peux très bien partir sur la base du dropshipping. Donc, le dropshipping, c'est simplement dire que tu fais l'intermédiaire entre les deux. Donc, tu as une boutique en ligne sur laquelle tu vends tes produits. Si quelqu'un achète ce produit en question, tu envoies la notification au fournisseur qui va directement envoyer le colis à ton client final. Tu as un simple intermédiaire qui se rémunère en prenant sa marge sur le prix. Puisque toi, tu achètes par exemple le produit à ton fournisseur 10 euros, tu l'as vendu sur ton site 20 euros, donc tu as 10 euros de marge que tu prends dans ta poche. Après, tu déduis tes frais, mais voilà, c'est l'idée. Et donc, tu n'as aucun stock chez toi, tu ne envoies le produit que si tu as une vente, enfin, du moins, c'est ton fournisseur qui va envoyer le produit. Nicolas, comptes-tu acheter bientôt un gros gamos du style Lamborghini ou Bugatti? Bugatti, il faut être chaud quand même, parce que vu les prix de la Bugatti, c'est pas donné à tout le monde, même ceux qui font du cash. Après le gros gamos, forcément, ça donne envie d'acheter un beau gamos, mais c'est pas la priorité. Il faut vraiment investir d'abord, euh, avoir plein d'actifs différents, même géodiversifiés dans différents pays, dans différentes devises, des choses comme ça. Donc c'est pas la priorité pour l'instant.
Mais c'est vrai que ça donne bien envie. Là, par exemple, à l'hôtel où je suis, là, il y a une Rolls-Royce qui est garée devant, il y a une belle BMW. Bref, c'est des belles voitures, ça donne envie. Mais bon, je suis dans l'idée aussi de ne pas posséder. Moi, j'aime bien aussi être un petit peu libre de tout ça, me sentir libre d'esprit, tout ça. Je préfère louer des voitures. Et là, en Roumanie, je pense que je vais me faire un petit plaisir. Je vais louer un BMW X6 pour un petit peu ce que vaut cette voiture et un petit peu kiffer sur les routes roumaines. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée pour l'instant. Déposséder, c'est un petit peu mieux et ne posséder que des actifs. Donc voilà. Merci à toi Christian. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Niveau fonds de sécurité, tu conseilles combien au minimum? En général, on a tendance à dire qu'il faut avoir 6 mois de dépenses de côté pour être vraiment safe dans sa tête. Après, ça dépend un petit peu de tes dépenses aussi. Il y a des gens qui vont dépenser 500 euros par mois. Donc si tu n'as que 6 mois de côté, ça veut dire que tu n'as que 3000 de trésorerie, c'est vraiment que dalle. Le mec qui dépense 30 000 euros par mois, ça veut dire qu'il a 180 000 euros de trésorerie de côté, c'est énorme aussi, donc ça dépend vraiment de tes dépenses. Moi de mon côté, c'est vrai que j'aime vraiment bien avoir un bon oreiller, on va dire, pour être vraiment à l'aise. On ne sait jamais, des fois il y a des moments dans la vie où toutes les dépenses d'un coup qui arrivent, la voiture, de la santé, la fourrière, bref. Donc j'aime bien avoir un bon coussin, mais franchement j'ai pas de chiffres, hein. Pour moi c'est minimum dans les 5 chiffres. Après, franchement, je sais pas, c'est à sa simple convenance. Et là où on se sent en sécurité en fait avec l'argent qu'on a de côté. Donc c'est à toi de voir un petit peu. Et ouais Joe, Gamos, ça veut dire voiture, ouais. Un gros Gamos, c'est une grosse voiture, ouais. Salut Mike, la forme et toi, tout va bien de mon côté. Donc, ça va, tranquillement. Bon, en tout cas, moi j'ai répondu à toutes vos questions. Donc je pense que je vais clôturer ce Facebook Live dans quelques minutes. Je laisse encore quelques minutes pour répondre à vos dernières questions s'il y en a qui arrivent. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, comme je vous disais, par email un petit peu partout. J'y répondrai lors d'un prochain Facebook Live. N'hésitez pas aussi à venir au séminaire le 8 juillet. Vous êtes les bienvenus et ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. Donc voilà. Nicolas, bon état d'esprit, tu as raison, ça sert à rien de s'attacher à tout ça, de toute façon on n'emportera rien. Ouais, c'est sûr, on n'emportera rien avec nous au cimetière, sous terre, mais bon, il ne faut pas oublier qu'il faut quand même kiffer. Avoir de l'argent c'est bien. Si son kiff c'est d'avoir une féfé, bah ce serait bien de ne pas l'acheter si on a l'oseille pour l'acheter quoi. Donc voilà. Bah écoute Joe, avec plaisir en Savoie, ça me ferait plaisir. Je pense que quand je vais rentrer là en France début juin, je vais aller à Lyon. Donc je sais pas s'il y a un petit train qui fait Lyon-Chambéry, je suis sûr que si. Donc avec plaisir pour aller de ce côté-là. Je suis jamais allé là-bas en plus, donc ce serait vraiment cool. Bon sur ce, je vais vous laisser. Ici il est la même heure qu'en France, je pense. Il est 21h20 de mon côté, donc je commence à avoir faim. On va aller goûter un petit plat slovaque, un autre. Donc la nourriture ici est assez, assez rude, enfin assez brute, on va dire, assez simple. Mais elle fait le taf, c'est toujours sympa de voir d'autres cultures. La Slovaquie c'est bien sympa, Bratislava, c'est tout petit, c'est une petite ville, c'est un village le truc, mais c'est sympa pour 2 3 jours. Donc vous pouvez venir ici, hein. Ça coûte pas très cher, ça reste les pays de l'Est, la Slovaquie. Il y a l'euro, à ma grande surprise, je pensais pas du tout qu'ils avaient l'euro, mais il y a l'euro. Donc c'est sympa. Euh, donc voilà. Bon bah s'il y a Lyon, Chambéry, Jo, je pense que je vais venir début juin, alors c'était dans le coin. Bon, je vous montre l'hôtel rapidement pour vous montrer où on est un petit peu. On est au Grand River Park Hotel, un hôtel assez sympa. Et on va pas tarder à y aller. Je vais vous dire au revoir. Je vais terminer mon petit verre ici et je vais y aller. Donc je vous dis à très très bientôt. Je vais retourner pour vous dire au revoir. Je vous dis à très très bientôt et à une prochaine pour le prochain Facebook Live ou sinon rendez-vous le 8 juillet à Paris pour mon séminaire. Ciao ciao, bonne soirée.